S'il est reconnu coupable, je veux simplement savoir qu'il restera derrière les barreaux pendant très longtemps. Cela rassurerait beaucoup d'entre nous, les jeunes femmes, de savoir qu'il ne rôde plus dehors, qu'il ne peut plus entrer chez nous. J'aimerais vraiment qu'il lui arrive quelque chose de conséquent. Je pense que cela donnerait l'exemple, que cela marquerait clairement ce que notre communauté attend. Et il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Pour ma part, je suis convaincu qu'il serait devenu un tueur en série s'il en avait eu l'occasion, parce que ses actes devenaient de plus. Son père était mort brutalement lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Malgré la tragédie, sa mère, Bridget, expliquait que cela les avait soudés et avait renforcé leur lien familial. « On a dû se serrer les coudes », disait-elle. Elle est devenue très protectrice envers moi, et à juste titre, puisque je suis tout ce qui lui restait. Le lien entre Brianna et sa mère était particulier. Danielle, une amie qui la connaissait depuis la crèche, disait qu'elles étaient comme des meilleures amies. Elles faisaient tout ensemble. Elle ajoutait aussi que Brianna était la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Toute ma vie, elle m'a appris ce que signifie vraiment la bonté. Elle n'oubliait jamais un anniversaire, simple connaissance, proche, membre de la famille. Elle appelait chacun le jour même. 2 ans après avoir quitté le lycée, Brianna avait décidé que l'université était son chemin et la Californie l'attirait. Ce n'était pas évident pour sa mère, mais une nouvelle étape de la vie de Brianna commençait. Elle adorait étudier la psychologie au Santa Barbara City College et elle rêvait de travailler avec des enfants après son diplôme. Elle avait un petit ami, un groupe d'amis solides. La vie lui souriait. Même loin de Reno, elle veillait toujours à tenir sa mère informée de toutes les petites aventures du quotidien. Elle lui envoyait des photos, des messages. Pour sa mère, pourtant, l'inquiétude restait bien présente. Au moindre mauvais pressentiment, au moindre rêve étrange, elle appelait Brianna pour s'assurer que tout allait bien. L'arrivée des vacances d'hiver signifiait que Brianna revenait à Reno. Ce mois de janvier-là, elle et ses amis s'étaient programmé un week-end bien rempli. Snowboard toute la journée et soirée jusqu'au coucher du soleil. Le vendredi 18 janvier, Brianna était partie chez son amie Cathy. Elle se connaissait depuis l'école et était prête à profiter pleinement du week-end, loin des cours et des obligations. Katie habitait dans une maison tout près du campus de l'Université du Nevada à Reno, et c'est là que tout le groupe prévoyait de passer les jours à venir. Selon leur autre amie, Jessica, la soirée avait été parfaite. Elles avaient dansé jusqu'au bout de la nuit, puis s'étaient toutes entassées dans le lit de Cathy pour recommencer le lendemain. Le samedi 19, Brianna était passée chez sa mère pour faire une lessive, puis elles étaient allées voir le nouveau film 27 robes. Brianna devait ressortir ensuite pour un concert, mais elle hésitait. Elle avait attrapé un rhume et ne se sentait pas très bien. Sa mère lui avait dit « Tu pourras être malade demain, tu adores ce groupe ». À 21h, Brianna lui avait fait un câlin d'au revoir. Plus tard, elle avait envoyé un message à sa mère pour savoir si elle devait la prévenir une fois rentrée. Sa mère lui avait répondu que ce n'était pas la peine, puisqu'elle savait qu'elle dormirait chez Katie. Après le concert, Brianna et Katie avaient retrouvé Jessica, et toutes les trois avaient pris une navette qui les avait déposées au Sam's Regency Casino Hotel, où la fête continuait. En l'espace de quelques heures, Jessica était prête à rentrer chez elle. Elle a demandé à un homme qu'elle ne connaissait pas, qui manœuvrait son SUV sur le parking, s'il pouvait la déposer. Il a accepté. Elle dira plus tard « J'aurais sans doute pu rentrer à pied, mais il faisait un froid glacial. Alors j'ai accepté. Quelqu'un partait. C'était une mauvaise idée. » Vers 3h30 du matin, Katie et Brianna avaient trouvé un ami pour les ramener, et elles étaient revenues à la maison. Brianna n'avait pas envie de se serrer de nouveau dans le lit de Katie, alors elle avait décidé de dormir sur le canapé. Le canapé se trouvait juste à côté de la porte vitrée, une porte que personne ne fermait jamais à clé. La maison était connue pour être un véritable hôtel. Les gens entraient et sortaient à toute heure. Brianna et Katie s'étaient souhaité bonne nuit à 4h du matin. À 4h23, Brianna avait envoyé un message à son petit ami en Oregon, puis la maison s'était plongée dans le silence.
Cathy et Jessica s'étaient réveillées vers 9 heures. Jessica racontait « On est allé dans la cuisine. On a commencé à préparer le petit déjeuner. La cuisine donnait directement sur le canapé et Brianna n'y était plus. Cathy avait montré le canapé en demandant « Où est Brianna ?» Elles avaient imaginé qu'elle était peut-être montée dormir dans l'une des chambres inoccupées. Rien d'alarmant au premier abord. Katie avait frappé à la porte de la chambre où elle pensait que Brianna dormait, lui disant qu'il était l'heure de se lever. À 9h45, elle avait réessayé, sans réponse. Là, elle s'était mise à frapper frénétiquement, mais toujours aucun son. Elle avait compris que Brianna n'était pas dans la maison. Cathy expliquait « Son téléphone était là, ses chaussures étaient là. Je savais qu'elle s'était couchée en débardeur. Son sac était là, sa vie entière était là, et je n'arrivais pas à comprendre où elle aurait pu aller. C'était l'hiver à Reno. Avec les températures glaciales et la neige, il était presque impossible qu'elle soit sortie d'elle-même. » Katie avait alors appelé la mère de Brianna en réalisant que toutes ses affaires étaient restées sur place. En attendant l'arrivée de Bridget, elle avait remarqué quelque chose. L'oreiller qu'elle avait prêté à Brianna portait du sang. 2 petites taches et une légère projection. Elle avait aussitôt rappelé Bridget en pleurs pour lui dire qu'il y avait du sang. Elle avait demandé si elle devait prévenir la police. Bridget avait dit oui et qu'elle arrivait immédiatement. Peu après, la mère de Brianna, sa tante et les policiers étaient sur place. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais la couverture avec laquelle Brianna s'était couchée avait été retrouvée dans la cuisine. L'ours en peluche brun qu'elle utilisait comme coussin supplémentaire avait disparu. Pour tout le monde, c'était un cauchemar. C'est l'une des filles les plus gentilles qui soit. Et si la personne qui a fait ça regarde quelque part, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jessica ajoutait « Elle n'était plus là et j'ai remarqué le sang. Alors on a appelé les flics et depuis c'est un cauchemar. » Brianna étudiait à Santa Barbara, en Californie, mais elle était revenue à Reno pour passer le week-end avec ses proches. Une amie expliquait que la porte d'entrée n'était pas verrouillée cette nuit-là. Sa tante disait aussi que Brianna avait reçu un message de son petit ami cette nuit-là. C'était horrible. Ils étaient en train de rompre ce genre de choses terribles. Il lui disait des choses affreuses, l'insultait. Il était simplement jaloux et immature. Les enquêteurs confirmaient que Brianna avait laissé son sac, son téléphone et quelques vêtements. La famille de Brianna refusait d'abandonner l'espoir, mais avouait être complètement perdue face à tout ce qui s'était passé. Le lieutenant Robert McDonald, responsable de la division des enquêtes du service de police de Reno, devait être en congé ce jour-là. Mais un appel de ses collègues allait tout bouleverser. Dès les premières informations, il a compris que la situation s'annonçait très mal. Les équipes locales de recherche et de secours avaient été mobilisées en urgence et les policiers faisaient du porte-à-porte. Ils ont interrogé tous les habitants des lieux, mais chacun a été écarté. Pour les enquêteurs, le sang sur l'oreiller était extrêmement inquiétant. Les preuves montraient clairement qu'il ne s'agissait pas d'un départ volontaire. C'était un enlèvement. Les 3 traces de sang mesuraient entre 1 et 3 pouces et étaient mêlées à du mucus, de la salive ou des sécrétions. On y trouvait aussi des taches de mascara. Les analyses ont confirmé que le sang appartenait à Brianna. Selon un affidavit, les médecins légistes estimaient que Mademoiselle Denison avait subi une blessure saignant activement au niveau de la bouche, de la gorge ou du nez, au moment où son visage avait été fortement pressé contre l'oreiller. Comme la couverture avait été retrouvée dans la cuisine, la poignée de la porte arrière avait été prélevée pour analyse ADN. Le résultat, un profil masculin inconnu. Le bureau du shérif faisait face à un retard de près de 3000 échantillons à traiter. Les autorités locales lançaient un appel au financement pour réduire cet énorme retard. Près de 3000 prélèvements en attente, dont l'un pouvait correspondre à l'agresseur de Brianna. La communauté s'est unie de manière incroyable pour rechercher la fille de tout le monde. L'affaire Brianna Denison était devenue celle de toute une ville. Pour la famille, l'espoir demeurait. Je crois en chaque piste, en chaque information qui arrive. Un jour, l'une d'elles ouvrira enfin la porte, disait sa mère.
Et en quelques jours à peine, la communauté avait réuni 150 000 $ pour accélérer l'analyse des échantillons. Aucun ne correspondait. L'ADN du suspect avait également été comparé à la base de données nationale. Aucun résultat. La maison de Bridget s'était soudain remplie de gens, des personnes prêtes à tout pour aider. Elle savait qu'elle devait attirer un maximum d'attention sur la disparition de sa fille. Alors elle s'était tournée vers les médias. L'affaire avait rapidement fait la une dans tout le pays, et les habitants portèrent des rubans bleus en soutien à la famille. Le bleu était la couleur préférée de Brianna. Au lieu de promouvoir des spectacles, les panneaux électroniques de Reno affichaient désormais le visage de l'étudiante disparue. Brianna Dennison, 19 ans, avait été vue pour la dernière fois tôt dimanche matin. Ses amis étaient terriblement inquiets. Chaque matin, on organise tout. Les médias, nos ressources, nos points de contact. On vérifie avec la police, expliquait-il. Sa cousine disait lui parler presque tous les jours. On s'est dit qu'on s'aimait. Je lui ai dit « Je t'aime ». Elle m'a répondu « Je t'aime aussi ». Et on devait se reparler bientôt. Un mémorial improvisé grandissait à l'endroit où Brianna avait été vue pour la dernière fois. Si Brianna nous voit, je veux qu'elle sache que je l'aime, qu'elle me manque et que nous la ramènerons chez elle. Comme la thèse de l'enlèvement était désormais privilégiée, le FBI ainsi que 2 enquêteurs du Centre pour enfants disparus et exploités avaient été appelés en renfort. Des équipes de police et des unités canines fouillaient la zone et une récompense avait été annoncée pour toute information permettant de la retrouver. Les enquêteurs cherchaient notamment à identifier l'homme qui avait déposé Jessica devant la maison. L'homme qui avait déposé Jessica s'était finalement présenté de lui-même à la police et après audition, il avait été écarté. Nous n'avons trouvé aucun nouvel indice, aucun objet, rien qui puisse nous conduire à Brianna pour l'instant, déclarait le lieutenant Ron Holiday. Tout indique que Brianna a été enlevée. Nous espérons de tout cœur qu'elle franchira la porte d'une minute à l'autre, mais plus le temps passe, plus les chances diminuent. Le sergent Gerald Rhodes, responsable de l'unité régionale chargée du suivi des délinquants sexuels, expliquait que ses enquêteurs interrogeaient tous les délinquants inscrits vivant dans un périmètre d'1 mile autour du lieu où Brianna avait passé la nuit. Ils avaient aussi vérifié la maison voisine. L'homme qui y habitait avait quelque chose de très troublant à leur raconter. Il se trouvait dans son salon, très tôt le matin, vers 4h30 ou 5h, lumières éteintes. Alors qu'il était assis, il avait aperçu une silhouette à l'extérieur, puis quelqu'un avait essayé de forcer sa porte. On aurait dit que la personne poussait la poignée pour entrer, expliquait-il. Mais il ne s'était pas levé pour voir de qui il s'agissait. J'ai ignoré l'incident, ajoutait-il. J'ai pensé que c'était un étudiant ivre qui s'était trompé de maison. Le lundi 21, les chiens policiers et les hélicoptères étaient déployés. Des foules entières s'étaient jointes aux recherches. Des centaines de personnes avançaient dans la neige, cherchant la moindre trace. On inspectait les caniveaux, on soulevait les plaques d'égout. Champs, rivières, fossés, tout était passé au crible. Pour les enquêteurs, une autre chose devenait évidente. Ce n'était probablement pas la première attaque de cet individu. Ils étaient convaincus qu'il s'agissait du même homme responsable de 2 agressions sexuelles sur le campus. Revenons au 13 novembre 2007. Une étudiante de 21 ans se trouvait sur un parking lorsqu'elle avait été saisie par derrière, plaquée au sol sous la menace d'une arme, puis agressée. Il lui avait ordonné de ne pas crier, mais elle l'avait fait malgré tout. Effrayé, il avait pris la fuite, laissant tomber un paquet de préservatifs. Le 16 décembre 2007, au petit matin, une étudiante étrangère de 22 ans avait été attrapée par derrière juste devant chez elle. Il avait couvert son nez et sa bouche, et elle avait perdu connaissance en luttant pour respirer. Quand elle s'était réveillée, elle se trouvait dans un camion. Le véhicule n'avait parcouru qu'une courte distance avant qu'elle ne soit agressée sexuellement. Il lui avait ordonné de ne pas le regarder et, en la ramenant chez elle, lui avait dit de sortir sans se retourner. Elle avait décrit un homme blanc, avec de la barbe sur le menton et les avant-bras hâlés. Elle avait pu donner des détails sur le camion. Un autoradio très reconnaissable, avec des lumières rouges et bleues, et au sol, une petite chaussure d'enfant.
La police avait également réussi à obtenir un échantillon d'ADN. Les deux victimes avaient précisé qu'ils leur avaient aussi volé leurs sous-vêtements. Les enquêteurs avaient ensuite découvert que l'ADN des deux agressions correspondait à celui retrouvé sur la poignée de porte de la maison. Ils avaient affaire à un agresseur sexuel en série dont la violence augmentait rapidement. La police pensait que Brianna avait été enlevée par un violeur en série lié à une série d'attaques près de l'université du Nevada. Toutes ces affaires étaient reliées par l'ADN. Elle pensait aussi que la tentative d'effraction chez l'étudiante étrangère provenait du même homme. La jeune femme s'était réveillée en entendant quelqu'un tenter d'entrer par la porte arrière. Il avait exercé tellement de force que la porte s'était bombée vers l'extérieur. Toutes ces attaques avaient eu lieu dans un rayon de seulement 4 pâtés de maison. Et désormais, tout le monde connaissait la description du suspect. Un homme blanc âgé d'environ 28 à 40 ans, mesurant entre 5 pieds 6 et 6 pieds, conduisant un SUV ou un pick-up à cabine allongée. La population était terrifiée et les ventes d'armes avaient se grimper. Les enquêteurs avaient publié un portrait robot lié à une agression survenue en octobre près de l'université. Ils pensèrent que cet homme pouvait être lié aux 3 autres affaires. Selon la police, il s'agissait de quelqu'un de discret, un prédateur qui observait ses victimes en silence, mais dont la violence augmentait à chaque nouvel acte. La police était persuadée qu'il y aurait d'autres victimes et a donc appelé chacun à se manifester. À mesure que les recherches se poursuivaient, la fatigue se faisait sentir, mais les bénévoles ne lâchaient rien. L'un d'eux confiait que chaque jour, il retournait au centre de coordination le cœur lourd, mais prêt à repartir le lendemain, quoi qu'il en coûte. Une étudiante expliquait que beaucoup redoutaient qu'il recommence. Jamais Reno n'avait connu une opération de recherche aussi vaste. Plus de 300 bénévoles fouillaient le cours de la rivière Truckee aux côtés de la première dame du Nevada, Dawn Gibbons, qui jurait que personne n'arrêterait tant que Brianna ne serait pas retrouvée et ramenée chez elle. Son propre fils avait d'ailleurs été à l'école avec Brianna. Cette affaire touchait profondément toute la communauté. Plus de 5000 témoignages ont afflué et plus de 700 hommes se sont portés volontaires pour fournir un échantillon d'ADN. Bienvenue à tous. Voilà presque un mois que Brianna Dennison, étudiante en Californie, a disparu à Reno. Nous sommes rejoints aujourd'hui par sa mère, Bridget, et par l'oncle de Brianna, John Zenino. Bridget, où en est l'enquête à l'heure actuelle? Pensez-vous que les enquêteurs vous ont tout dit? Êtes-vous satisfaite de la manière dont ils mènent les choses? Je suis très confiante dans leur travail. Je suppose qu'ils ne m'ont pas tout révélé. Il y a sûrement encore bien des pistes qu'ils creusent. J'aimerais dire à la personne qui retient ma fille qu'il est temps de nous la rendre. Elle nous manque, nous l'aimons. Nous savons qu'elle souffre et elle doit revenir auprès de nous. Nous avons besoin d'elle. Le 15 février 2008, à environ 8 miles de l'endroit où Brianna avait été enlevée, Alberto Jiménez traversait un terrain vague pour aller chercher à manger. Un détail a attiré son regard. Quelque chose de bizarre parmi les broussailles, dans un fossé peu profond. Un sapin de Noël renversé. Puis, il a aperçu des chaussettes. En s'approchant, il a d'abord cru voir un mannequin sous l'arbre. Impossible d'imaginer pire. Mais lorsqu'il a remarqué une blessure à l'épaule, il a compris. Il a couru prévenir son responsable. Ensemble, ils sont retournés vers le fossé et ont appelé les secours. La police est rapidement arrivée près du conduit de drainage, à une quarantaine de pieds de Sand Hill Road. Il est possible qu'il s'agisse de l'étudiante disparue, Brianna Dennison. Le corps a été retrouvé dans un champ en bordure du campus de l'université du Nevada, à moins de 10 miles de la maison où elle avait été vue pour la dernière fois. Le lendemain, 16 février, une conférence de presse a été organisée. Le chef adjoint Jim John a annoncé que l'autopsie venait de confirmer que les restes découverts étaient bien ceux de Brianna Dennison. La cause et la manière du décès, étranglement. Un crime à caractère sexuel. Les enquêteurs pensaient désormais qu'elle avait été tuée dans la maison avant que son corps ne soit transporté ailleurs. Elle a été retrouvée nue, seulement vêtue d'une paire de chaussettes. Sous son genou droit se trouvaient 2 culottes, une rose et une noire. Katie expliqua que la culotte rose était la sienne et qu'elle ignorait qu'on l'avait prise.
L'autre père n'a jamais pu être attribué. Des prélèvements effectués sur le corps de Brianna révélèrent un profil génétique identique à celui trouvé sur la poignée de porte et lors des agressions précédentes. Très vite, l'endroit devint un lieu de recueillement où l'on déposait fleurs, bougies et messages. Nous voyons son visage et nous voyons quelqu'un que nous aimons. Ce petit mémorial honorait une jeune femme que beaucoup considéraient comme un membre de leur famille. Sa mère disait qu'elle était devenue la fille de l'Amérique. Et c'était vrai, elle était la fille de chacun, la sœur de tous. Les habitants, bouleversés, tentaient tant bien que mal d'affronter cette perte. « J'ai pleuré », dit l'une d'elles. « Je me suis assise dans mon salon, seule, et j'ai pleuré. » Beaucoup espéraient trouver un peu de paix dans une affaire qui avait saisi toute la communauté. Le 6 mars, la police fit une révélation. L'agresseur conservait les sous-vêtements de ses victimes comme trophée, qu'il déposait ensuite sur les lieux du crime comme une signature. Les 2 culottes avaient été volontairement laissées là, presque comme une provocation. Un enquêteur affirma que le meurtrier les narguait. Le FBI et plus de 40 détectives travaillaient jour et nuit, accumulant des centaines d'heures de recherche pour identifier le meurtrier. Les panneaux appelant à ramener Brie à la maison disaient désormais « Justice pour Brie ». À Reno, on suppliait la population d'aider la police à retrouver l'assassin de la jeune Brianna Dennison, 19 ans. Toute la ville semblait porter le deuil. Des milliers de personnes rendaient hommage à cette adolescente lumineuse, arrachée trop tôt à la vie. Elle a toujours été un ange sur terre, confiait un proche. Maintenant, elle est avec son père et elle veille sur nous. Veiller, marche, hommage. Chacun tentait de faire face, mais les semaines continuaient de s'écouler. La peur persistait et l'assassin paraissait introuvable. Des milliers d'informations avaient été reçues, mais il n'en fallait qu'une seule. Et enfin, elle arriva. Le 1er novembre, la police reçut un renseignement troublant. Une femme avait confié à une amie qu'elle avait trouvé des sous-vêtements dans le camion de son ex-petite amie et que sa réaction lorsqu'elle l'avait interrogé à ce sujet était des plus suspectes. Cet homme avait quitté la région brusquement après la découverte du corps de Brianna, alors qu'il y vivait depuis 2002. Il avait également vendu son camion. Son passé parlait pour lui. Violence domestique, maltraitance animale. Il avait cassé la patte d'un chiot et une agression au couteau. Il avait déjà été arrêté pour violences aggravées, mais aucun prélèvement d'ADN n'avait été effectué. Il s'appelait James Michael Beller, âgé de 27 ans. Il travaillait dans la construction, avait été dans les Marines et maîtrisait les arts martiaux. Il connaissait très bien le campus pour y avoir travaillé l'année précédente. Une fois identifié, la police décida de le placer sous surveillance. Un détail surprit les enquêteurs. Lors du premier appel, il ne demanda même pas ce que l'on cherchait à lui reprocher. Le lendemain, lorsqu'il rencontra les policiers, il refusa de fournir un échantillon d'ADN. Il affirma être resté avec sa petite amie le jour de la disparition de Brianna. La jeune femme, interrogée, démentit aussitôt. Elle permit même aux enquêteurs de prélever l'ADN de leur fils. Grâce à cet échantillon, ils purent établir que le père biologique de l'enfant, James Beller, était presque certainement l'homme dont l'ADN avait été retrouvé sur la poignée de porte. Le 25 novembre, alors qu'il venait chercher son fils à la maternelle, James fut arrêté. Il fut contraint de fournir un échantillon de son ADN. C'était une correspondance parfaite. La police de Reno annonça officiellement l'arrestation d'un suspect dans l'enlèvement et le meurtre de la jeune étudiante. Un communiqué fut publié dans la nuit, suivi d'une conférence de presse au matin. Les enquêteurs révélèrent la nouvelle provoqua un mélange de soulagement et de tristesse. Mais qui était donc James Bia? On commence à en apprendre beaucoup sur l'homme mis en examen pour le meurtre de Brianna. Brandon Reedman a rencontré aujourd'hui le père de Bia ainsi que plusieurs voisins. Brandon, que peut-on dire du parcours de James Bia? Les voisins affirment qu'ils le voyaient rarement, voire jamais. Et son père raconte la même chose. Cela faisait environ 1 an qu'il n'avait plus revu son fils, Jimmy. Son langage peut choquer, mais ce qu'il éprouve est brut.
Joe Beer nous a montré quelques anciennes photos de famille. Et en découvrant l'arrestation de son fils, il s'enflamme. Jimmy, je vois ce petit salaud qui a tué cette fille. Dommage pour lui, mais c'est bien ce qu'il a fait. Joe souffre de troubles mentaux et physiques. Son proche aidant explique à quel point Joe a été bouleversé en voyant à la télévision l'image de son fils menotté pour le meurtre de Brianna Dennison. Il précise qu'il n'a jamais été très proche de James. Il savait seulement que son fils travaillait comme plombier, mais ignorait presque tout du reste de sa vie. C'est son gosse qu'il tient? Certainement pas. Le père et le fils avaient pourtant un point commun. Tous deux anciens Marines. Joe a son certificat de décharge honorable accroché au mur, mais il assure que son fils, que l'on voit sur l'une des photos en uniforme, avait été renvoyé. Ouais, pour consommation de drogue. Moi aussi j'en prends, j'ai tout essayé, mais au moins on ne m'attrape pas. Un voisin se souvient seulement que Béa avait disparu pendant quelques mois, justement au moment où, selon la police, il se trouvait dans l'État de Washington. Le voisin n'y avait vu rien d'étrange, pensant qu'il était peut-être parti pour une mission militaire. Lors de l'audience préliminaire concernant les accusations de meurtre, d'enlèvement et d'agression sexuelle liées à Brianna, ainsi qu'aux deux autres attaques, plus d'une douzaine de témoins furent appelés. Parmi eux, une médecin légiste, la docteure Ellen Clark, examinatrice du comté. Elle déclara que les marques relevées sur le cou de Brianna correspondaient à l'une des deux culottes retrouvées avec le corps et qu'elle avait très probablement servi à l'étouffer. Les deux autres victimes survécurent et témoignèrent également. L'une expliqua qu'elle avait été agressée dans un parking attenant au poste de police du campus. Elle désigna formellement son agresseur, James Beer. L'autre, qui n'avait pas vu son visage, décrivit en revanche son camion. Des fibres grises retrouvées sur les vêtements de la victime furent comparées aux revêtements intérieurs du véhicule. Elles correspondaient parfaitement. James fut maintenu en détention sans possibilité de libération sous caution. Le procureur déclara que la décision n'était pas encore prise quant à la peine de mort, qui restait envisagée. Au début, James voulait témoigner, puis, après avoir consulté ses avocats, revint sur sa décision. La défense affirmait que l'accusation ne prenait pas en compte certaines différences importantes entre les trois agressions. Différences qui pourraient laisser penser à des auteurs distincts. À présent, direction le tribunal pour les dernières informations sur le procès. Brandon, qu'a-t-on appris au sujet des deux viols imputés à Béa? Avant tout, on a découvert comment la police avait relié Béa au viol commis en décembre 2007. Des images diffusées au tribunal le montrent écoutant le témoignage de l'enquêteur principal, qui racontait être parti à Taïwan pour interroger la victime de 22 ans, celle-là même qui avait témoigné la veille. Elle a estimé avoir une obligation morale de coopérer, dans l'espoir que cet individu soit arrêté et ne puisse plus faire de mal à personne. Le détective Jenkins parle ici de la victime du viol qui a inauguré ce procès. Comme elle est victime d'un viol présumé, nous avons protégé son identité. Une autre agression sexuelle est également reprochée à l'accusé. Nous n'avons pas encore entendu cette seconde victime, mais le détective l'a décrite comme beaucoup plus réticente à se manifester. Lorsque les photographies du corps ont été présentées, le docteur Ellen Clark a expliqué qu'elle ne pouvait déterminer ni le moment exact du décès, ni depuis combien de temps le corps se trouvait là. Les procureurs ont ensuite appelé à la barre l'ancien supérieur de Béa, John Lamb. Celui-ci a déclaré que le 15 février 2008, le matin même où le corps de Brianna Dennison avait été retrouvé, Béa avait quitté son emploi, récupéré son dernier chèque et était parti pour l'État de Washington. Ce même jour, Lamb s'était entretenu avec lui à propos de la découverte du corps. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et il m'a répondu, avec un langage assez cru, qu'elle l'avait probablement bien mérité. Puis il a esquissé un sourire. La défense lui a demandé s'il avait signalé ce commentaire à la police. Non, a-t-il répondu. Il a toujours eu ce genre d'humour, et beaucoup de gars parlent comme ça. On a déjà entendu que l'accusé se croyait un peu comique, qu'il aimait faire rire. Mais dire « elle l'avait sûrement bien mérité » prend une toute autre dimension lorsque cela vient de la personne qui a étranglé Brianna Dennison. Et l'on pourrait dire la même chose pour les trois victimes. Le procès
éprouvant et long de 3 semaines, touchait à sa fin. Après 6 heures de délibération, le verdict est tombé. Un jury composé de 7 femmes et 5 hommes avait choisi un président, prêt à annoncer la décision. Ils entrent à l'instant dans la salle. Le verdict va être lu. Nous, les jurés, déclarons l'accusé, James Michael B., coupable du chef numéro 1, agression sexuelle. Nous le déclarons coupable du chef numéro 2, enlèvement au premier degré. Nous le déclarons coupable du chef numéro 3, agression sexuelle. Nous le déclarons coupable du chef numéro 4, meurtre avec préméditation de Brianna Zunino Dennison. Nous le déclarons coupable du chef numéro 5, agression sexuelle sur Brianna Zunino Dennison. La phase suivante consistait pour le jury à choisir la peine, prison à vie ou peine capitale. Pendant cette étape, les frères et sœurs de l'accusé ont témoigné d'une enfance marquée par une extrême violence, un père tyrannique et brutal. Ses avocats ont plaidé pour la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle, invoquant un passé traumatique et l'absence de casier judiciaire. Mais ces arguments n'ont pas convaincu le jury. James Bia a été condamné à mort. C'est un verdict juste et mérité, a déclaré le procureur. Des affaires comme celle-ci renforcent ma confiance dans le système des jurés. Le 18 août 2010, le mandat d'exécution a été signé par le juge. La sentence devait automatiquement être examinée par la Cour suprême du Nevada. Pour Bridget, cette condamnation représentait une victoire. Quand James Michael Bia s'en est pris à ma petite fille, il s'est attaqué à la mauvaise famille, aux mauvaises femmes, à la mauvaise ville, au mauvais état. Mais il devait encore répondre de ses autres crimes. 2 mois après l'annonce de sa peine de mort, le juge Robert Perry l'a condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle pour 3 chefs de viol et un chef d'enlèvement. Le juge a expliqué que même si Bea était condamné à mort, il estimait nécessaire d'ajouter ces peines pour honorer les victimes survivantes. Le procureur Elliot Sattler a précisé que cela garantirait une peine lourde si jamais certains verdicts étaient annulés en appel. Si la peine capitale venait à être invalidée, James devrait tout de même purger au moins 36 années de prison pour ses agressions. La première victime de James, aujourd'hui enceinte, est venue témoigner. Elle a dit que, malgré la joie qui emplissait désormais sa vie, cette lumière était toujours assombrie par la violence qu'il lui avait infligée. La femme qui avait été attaquée sous la menace d'une arme en novembre a déclaré « Monsieur Bea, j'aimerais que vous me regardiez maintenant. » Il a refusé. « Vous ne m'avez pas tué, mais vous avez détruit la femme pleine de confiance et de vivacité que j'étais, quelques instants avant que vous ne fassiez basculer ma vie. » La famille de Brianna était présente pour soutenir les survivantes. Même les jurés du procès pour le meurtre de Brianna étaient là, bien qu'ils n'y soient pas obligés. Quand on participe à un procès d'une telle ampleur, il nous semblait important d'aller jusqu'au bout du processus, a expliqué l'un d'eux. En 2016, James est revenu devant les tribunaux. Ses avocats affirmaient que lors de son procès, il avait été mal défendu. La Cour suprême du Nevada a rejeté sa demande de réexamen de l'appel qu'elle avait déjà refusé en avril, appel qui visait à obtenir une nouvelle phase de détermination de la peine. Son avocat soutenait que son précédent conseil aurait dû s'opposer à certaines preuves jugées inadmissibles, notamment celles concernant son passé. Selon la requête, si le jury n'avait pas entendu les éléments accablants relatifs à des actes de cruauté animale et de violence domestique, il n'aurait pas condamné Bea à mort. Les juges ont reconnu que les avocats avaient commis des erreurs, mais ont conclu que cela n'aurait rien changé. Il n'existe aucune probabilité raisonnable que l'issue de la phase de peine aurait été différente si les preuves en question avaient été exclues. Le jury avait été confronté à un homme dont la violence n'avait cessé de s'aggraver jusqu'au meurtre. Dans sa volonté de transformer une tragédie insupportable en quelque chose d'utile, Bridget s'est battue pour faire adopter la Brianna's Law, permettant aux forces de l'ordre de prélever l'ADN des personnes arrêtées pour un crime et de comparer ces échantillons à ceux d'autres affaires. « » »« 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 »
Ma fille serait peut-être encore en vie si elle avait existé plus tôt. En mai 2013, la loi a été signée. Désormais, toute personne arrêtée pour un crime dans l'État du Nevada doit fournir un échantillon d'ADN et payer son traitement. Mais un nouveau drame a frappé la famille Dennis. 10 ans jour pour jour après l'enlèvement de Brianna, sa cousine Kathleen, 19 ans, a disparu. Elle avait dit à ses proches qu'elle prenait l'avion pour Midland, au Texas, avec un homme rencontré récemment. Sa sœur Rachel a expliqué « Ce n'est pas elle, on ne resterait jamais aussi longtemps sans se parler. C'est pour ça que je sais que quelque chose ne va pas. » Elle a ajouté que lors de leur dernière conversation, Kathleen lui avait confié que cet homme la faisait craindre pour sa vie. Selon les articles de presse, Kathleen est décrite comme mesurant environ 1,50 m, pesant autour de 54 kilos, avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Elle porte un tatouage sur l'articulation gauche où figure le mot « alien » et la lettre M, un autre sur l'avant-bras droit représentant une balance du signe de la balance, ainsi que plusieurs cicatrices sur les bras et les jambes. 7 ans plus tard, Kathleen Dennison demeure introuvable. Si vous disposez de la moindre information sur sa disparition ou sur l'endroit où elle pourrait se trouver, vous pouvez contacter le DPS au 512-424-5074 ou au 1-800-346-3243. Brianna Dennison, elle, était une jeune femme pleine d'énergie et de joie, 19 ans, l'avenir grand ouvert devant elle. Et en une seule nuit, tout cela lui a été arraché. Mais après ce drame inimaginable, quelque chose de puissant a émergé, une volonté de transformer cette tragédie en changement, et une ville entière qui s'est soudée. Des inconnus devenus équipe de recherche, des voisins transformés en défenseurs, une communauté entière rassemblée autour des proches de Brianna, avec une solidarité farouche et inébranlable. Cette force, cette unité, cette détermination à obtenir justice, voilà ce qui demeure. Et lorsque l'on se souvient de Brianna Dennison, ce ne devrait pas être pour la cruauté de ce qu'elle a subi, mais pour la lumière qu'elle portait. Au nom de la famille, Bridget a déclaré « Le 29 mars 1988, Bridget et Jeffrey Dennison ont reçu l'immense cadeau qu'était leur fille Brianna. Le 20 janvier 2008, elle est devenue la fille de toute notre communauté. Nous voulons exprimer notre gratitude pour beaucoup de choses. Pour le cadeau qu'a été Brianna dans nos vies, pour la joie qu'elle nous a apportée et pour tous ces souvenirs précieux qui nous réconfortent. Des souvenirs qui nous donnent la force d'aller au-delà du chagrin et de continuer malgré la douleur. S'il vous plaît, n'oubliez pas Brianna. Pour celles et ceux qui préfèrent écouter nos contenus en déplacement, nos épisodes sont désormais disponibles en version podcast. Vous pouvez les retrouver grâce au lien dans la description ou en recherchant Truly Criminal Podcast sur vos plateformes d'écoute.